Il est 19 h et vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 16 mai 2012. C'est dans les minutes à venir que l'on devrait connaître la composition du premier gouvernement du quinquennat de François Hollande. Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a consulté toute cet après-midi, sitôt la passation de pouvoir effectuée avec son prédécesseur François Fillon. Une certitude, dans l'attente du prochain gouvernement, faute d'obtenir Matignon, Martine Aubry renonce à faire partie de l'équipe gouvernementale. La maire de Lille restera à la tête du Parti socialiste jusqu'au prochain congrès prévu en octobre. Une décision, dit-elle, prise en bonne entente avec le président François Hollande. Des marchés fébriles, un euro qui baisse, l'annonce de nouvelles élections au mois de juin en Grèce ravive les craintes d'une sortie du pays de la zone euro. Sur place, les banques doivent faire face à des retraits massifs de capitaux. Bonsoir à tous. Le micro est déjà installé sur le perron de l'Elysée. L'annonce donc du gouvernement par le secrétaire général de l'Elysée est désormais imminente. Pierre-René Lemas devrait dévoiler l'équipe de Jean-Marc Ayrault qui devrait, selon le souhait de François Hollande, respecter la parité et les équilibres politiques au sein de la future équipe gouvernementale. Michael Zamès, bonsoir. Bonsoir Pierre-Henri. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs tout au cours de cet après-midi qui ont couru, bien entendu, sur la composition de ce futur gouvernement. Est-ce qu'il y a des noms qui, ce soir, au moment où nous parlons, peuvent être considérés comme quasi certains ? Comme entrant dans la future équipe. Quasi certain, en tout cas à 90%, et selon la source très proche, en tout cas du Premier ministre et du Président de la République qui a pu nous donner quelques informations. Alors oui, à 90%, je peux vous donner, en tout cas pour les grands ministères, les ministères régaliens, à l'économie et aux finances, il s'agit de Pierre Moscovici, qui était le directeur de campagne de François Hollande pendant cette campagne présidentielle. Au ministère de l'Intérieur, on nous donne Manuel Valls, qui était le directeur de la communication, et à 49 ans, il serait donc le nouveau ministre de l'Intérieur. À l'éducation, il a été aussi chargé pendant toute la campagne du programme sur l'éducation. Il s'agirait de Vincent Peillon, au Quai d'Orsay. Laurent Fabius, un ancien Premier ministre qui s'est chargé là aussi de toutes les relations internationales pour François Hollande, arriverait au Quai d'Orsay. À la Défense. Il y a une bagarre pour le Quai d'Orsay. Oui, on a beaucoup toute la journée. Il s'agissait peut-être de déterminer qui irait au Quai d'Orsay entre Pierre Moscovici et Laurent Fabius. C'est finalement l'ancien Premier ministre qui obtient gain de cause ce soir et qui a aussi l'expérience pour gérer ce genre de problèmes internationaux qui évidemment seront sur le devant de la scène ces prochaines semaines. Au ministère de la Défense, Jean-Yves Le Drian, un spécialiste des questions de défense à l'Assemblée nationale. À l'industrie et à la production, c'est un nouveau ministère, un nouvel intitulé. Ce serait Arnaud Montebourg. Au travail et aux relations sociales, c'est très important aussi. Il s'agit de Michel Sapin, et c'est notre invité peut-être pourra commenter cette nomination. À l'agriculture, si ce nom est confirmé, bien sûr. Bien sûr, mais à 90%, ils le seront sûrement d'ici quelques minutes. À l'agriculture, Stéphane Le Foll, très proche de François Hollande. Au développement durable et au transport, c'est la sénatrice Nicole Bricq qui irait à ce poste. Au droit des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, et à la justice, Christine Taubira. Évidemment, il nous manque encore quelques noms. Parité oblige. On n'a pas encore toutes les informations, mais ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, Michael Zamès. Nos invités sur notre plateau ce soir, ils sont deux. Didier Guillaume, bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste de la Drôme. Vous êtes vice-président du Sénat. À vos côtés, l'ancien président du Sénat, Gérard Larcher. Aujourd'hui, sénateur UMP des Yvelines. Didier Guillaume, bonsoir à vous deux. On parle d'un gouvernement paritaire. D'ailleurs, François Hollande, le président de la République, l'avait promis, cette parité gouvernementale. Est-ce que vous sentez qu'elle est effective ce soir, qu'elle le sera dans quelques minutes? Oui, je crois que suite aux engagements du président de la République, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le gouvernement sera paritaire, aussi bien pour les principaux ministères, les ministères importants, oui, que pour les autres. C'est pas comme ça a pu être dans le temps, relégué à des secrétariats d'État. Les grands ministères, comme tout l'ensemble du gouvernement, sera un gouvernement paritaire. Il n'y aura pas de Hollandette, comme on dit maintenant. Je ne sais pas. Gérard Larcher, on l'a vu tout au cours de cet après-midi, les tractations, les allers-retours entre Matignon et l'Élysée. C'est compliqué de faire un gouvernement avec l'équilibre nécessaire des différentes sensibilités politiques qui doivent être présentes. Je crois que tout gouvernement est assez complexe à construire. Je note quand même que dans ceux qui sont attendus, Laurent Fabius sera quand même
sur les questions européennes, j'allais dire, a dépoussiéré les positions qui ont été les siennes au moment de la ratification d'un traité. Et puis je note aussi que les grands ministères régaliens sont annoncés, principalement tenus par des hommes, mais je vois aussi au ministère du Travail quelqu'un qui a eu une expérience, travail Michel Sapin. et relations sociales. C'est un ministère très important, ministère du dialogue social. Que vous avez occupé, bien sûr. Que j'ai occupé, et c'est un ministère, j'allais dire, dans un moment de crise, dans un moment où nous voyons les perspectives, malheureusement, de l'emploi rester fort complexes, qui nécessitent beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute. Un ministère de dialogue, vous l'avez dit. On vous retrouve dans quelques minutes, messieurs. Merci. Vous voyez peut-être sur ces images, eh bien, ce micro sur le perron de l'Élysée dans quelques minutes. Donc, c'est Monsieur Lemas, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, le préfet Lemas, qui était il y a encore quelques jours à peine au cabinet de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui devra annoncer la composition du premier gouvernement de ce quinquennat de François Hollande. L'information avait filtré dès ce matin et c'est rapidement confirmé. Martine Aubry ne fera donc pas partie de l'équipe gouvernementale. La maire de Lille prend ainsi acte de la décision de François Hollande de nommer Jean-Marc Ayrault à Matignon. Martine Aubry reste à la tête du PS et entend bien participer activement à la bataille législative. François Goulin. Elle aurait pu avoir le ministère de son choix, mais Martine Aubry voulait Matignon. Jean-Marc Ayrault nommé Premier ministre, sa présence au gouvernement n'aurait pas eu de sens, a-t-elle confié aux journalistes du Monde. Depuis plusieurs semaines pourtant, elle avait été citée de manière récurrente pour occuper ce poste tant convoité, ou à défaut un super ministère de la jeunesse, éducation et culture, un domaine de prédilection pour elle. Racontard, objecte la première secrétaire du Parti socialiste. Elle assure n'avoir participé à aucune négociation. Certains sénateurs, proches de Martine Aubry, comprennent son choix. Je pense que Martine Aubry pouvait sans doute prétendre à des responsabilités éminentes au sein du gouvernement, y compris à Matignon. Donc on peut comprendre que si elle ne l'est pas forcément, elle ne puisse pas, elle ne souhaite pas intervenir dans le gouvernement. Je pense qu'elle restera active à gauche. Aucunement déçue, Martine Aubry restera à la tête du PS jusqu'en octobre, assure-t-elle. Mais avec cette personnalité écartée, c'est une femme de moins dans le gouvernement. La parité voulue par François Hollande en a été quelque peu compliquée. C'est une difficulté, mais c'est un engagement de fond qui a été pris par le président de la République. Et il ne manque pas de femmes valeureuses et compétentes au sein du Parti socialiste. Pour la première secrétaire du Parti socialiste, un nouveau combat commence, celui des législatives. Ironie du sort, François Hollande avait affirmé que ce serait à son Premier ministre de conduire la bataille pour l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de la République. Alors, commentaire de cette décision de Martine Aubry, le président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer juge ce choix étonnant et s'interroge sur l'existence, je cite, d'un vice-premier ministre au Parti socialiste. Marine Le Pen, de son côté, évoque un règlement de compte au sein de ce même parti. Martine Aubry qui reste donc rue de Solferino et Jean-Marc Ayrault qui se déplace rue de Varennes. C'est ce matin que François Fillon est venu accueillir son successeur sur le perron de l'hôtel Matignon. Le nouveau Premier ministre qui quittera prochainement son mandat de maire de Nantes était accompagné de son épouse. Vous le voyez sur ces images. Les deux hommes se sont ensuite entretenus pendant une trentaine de minutes avant une toute première déclaration du chef du futur gouvernement. Il a redit d'ailleurs son émotion et sa fierté. Écoutez. L'essentiel, c'est pour ça que le Conseil des ministres se réunira demain, c'est de se mettre très vite au travail, au service des Français, pour réussir ensemble avec eux le redressement de la France dans la justice. À gauche, aussi, les stratégies se mettent en place en vue des législatives. Ce matin, c'est le Front de gauche qui se dit aujourd'hui prêt à signer un accord avec le PS et les Verts, mais les amis de Jean-Luc Mélenchon pointent déjà l'hégémonie socialiste et les prétentions jugées hors de proportion des écologistes. Bref, ça ne sera pas simple. Élisa Bertholomé. Faire barrage au Front National, officiellement, c'est l'objectif du Front de gauche. Mais derrière cette ambition se cache aussi la volonté de renforcer leur groupe parlementaire. Le parti doit donc négocier avec ses partenaires de gauche. Des discussions serrées autour de circonscriptions sont engagées. Mais le PS et Europe Écologie Les Verts, liés par un accord, ne veulent rien lâcher. Le problème d'Europe Écologie, c'est qu'ils veulent fromage et dessert maintenant. Et que, y compris,
ils exigent du Front de gauche de retirer les candidats du Front de gauche dans les circonscriptions où il n'y a pas de risque FN, mais où ils ont des problèmes de dissidence du Parti socialiste. Nous ne sommes pas responsables des dissidents du Parti socialiste. Dans le cadre d'un accord d'union de la gauche, 6 circonscriptions sont réclamées, dont au minimum une gagnable. Mais même en cas d'entente, pas question pour les proches de Mélenchon de renoncer à leur indépendance vis-à-vis des socialistes. On est en position de ce que nous appelons autonomie conquérante. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'on se présente de manière autonome. On sera le maximum de députés, j'espère, à l'Assemblée nationale. À chaque fois que sera proposé par le gouvernement quelque chose qui va dans le bon sens, nous les appuierons. Voilà. Et puis, à chaque fois que, par contre, il y a des mesures qui nous sembleront être négatives par rapport à la rigueur, par rapport au partage des richesses et autres, eh bien, nous les refuserons. Le Front de gauche reste encore ouvert à la négociation. L'accord doit être finalisé avant vendredi 18h, heure limite pour le dépôt des candidatures. Alors désormais soulagé de toutes ses obligations gouvernementales, François Fillon pourra se consacrer entièrement et sereinement, plus sereinement à la conduite de la bataille législative. Son principal souci, la possible candidature de Rachida Dati contre lui, eh bien s'est évanoui. L'élu du 7e arrondissement de la capitale jette l'éponge et à Paris, la droite respire mieux. Thomas Raguet. Le cas Dati, c'est fini. À la sortie de leur bureau politique ce matin, les membres de l'UMP saluaient à l'unisson le retrait de la maire du 7e arrondissement de la bataille législative. Elle est consciente de la responsabilité qu'elle avait et je crois que c'est courageux de sa part et que tout le monde a souligné ce geste courageux de Rachida Dati. Je trouve que c'est une décision courageuse, une décision responsable qui permet de clarifier les choses à Paris, de faire toute sa place à François Fillon dans de bonnes conditions. Une image d'unité qu'en ces temps de campagne, l'UMP ne veut surtout pas écorner. Alors les regrets se font du bout des lèvres. On aurait pu éventuellement espérer trouver une autre solution, mais c'est son choix, je le respecte, et elle a joué le collectif, et c'est très bien. Un peu plus tard, Jean-François Copé, qui avait longtemps soutenu sa candidature, a également salué le retrait de l'ancienne garde des Sceaux. Un revirement qui ne s'est pas fait sans douleur. Vous croyez que c'était facile d'arbitrer entre François Fillon et Rachida Dati, plus qu'entre Olivier Delaporte et Henri Guénaud? Chaque fois, c'est des situations très difficiles. Voilà. Je souhaite vraiment qu'elle joue un rôle important pour la suite. Je l'ai dit, voilà, pas vous dire, il n'y a rien de plus à ce stade, bien sûr. Il n'y a pas eu de contrepartie. Et non. Ça peut arriver. Rachida Dati aurait refusé de se présenter dans d'autres circonscriptions franciliennes. Elle est par ailleurs toujours députée européenne. Voilà, tout de suite en direct, je voudrais qu'on vous montre les images du perron de l'Élysée. Vous le voyez, le personnage que vous voyez n'est pas le secrétaire général de l'Élysée, Pierre-René Lemas. En revanche, visiblement, on commence à faire des essais de micro sur le perron de l'Élysée. Tout ça pour vous dire que l'annonce du futur gouvernement est maintenant vraiment imminente. Suite de ce journal avec l'étranger, et il y a des mots qui ne trompent pas. Le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, préférerait que la Grèce reste dans la zone euro, une phrase qui donne la mesure de l'extrême fragilité dans laquelle se trouve la situation financière du pays, une situation doublée d'un incroyable imbroglio politique sur place. Joachim Robb. Impasse politique, impasse économique, plus que jamais la Grèce est dans l'incertitude. Faute d'accord sur un gouvernement de coalition, de nouvelles élections se tiendront le 17 juin, un scrutin qui relance les craintes d'une sortie de la Grèce de la zone euro, car la gauche radicale favorite de ces élections s'oppose aux mesures de rigueur. Les Grecs veulent garder l'euro, mais ne veulent pas accepter les conséquences qui accompagnent les accords d'emprunt. Ces accords contiennent des points positifs qui auraient dû être mis en place il y a des années, mais cette destruction totale des salaires et des accords de travail, c'est inacceptable. Face à ces incertitudes, les Grecs commencent à retirer leur argent des banques, 700 millions d'euros pour la seule journée d'hier. Devant ce risque de panique bancaire, François Hollande et Angela Merkel ont tenté de rassurer les Grecs. Nous sommes prêts à étudier la possibilité de mesures supplémentaires pour la croissance en Grèce, si le pays le souhaite. Tout dépend du choix de la Grèce lors des prochaines élections et nous devons le respecter. D'ici le 17 juin, le président du Conseil d'État, Panagiotis Pikramenos, dirigera un gouvernement provisoire pour expédier les affaires courantes, c'est-à-dire éviter la faillite, le pays risquant de se trouver à court de trésorerie dès le mois prochain. La Grèce qui, bien entendu, était au cœur des discussions hier soir entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et le nouveau président de la République, François
Hollande. Nos invités nous ont rejoints sur notre plateau. Gérard Larcher, ancien président du Sénat, sénateur UMP des Yvelines. Merci beaucoup d'être avec nous. En face de vous, Didier Guillaume, vice-président du Sénat, sénateur socialiste de la Drôme. Merci encore d'être avec nous. Je voudrais qu'on revoie tout de suite peut-être l'image du perron de l'Élysée où on attend d'ici quelques minutes maintenant la composition, l'annonce du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault, le premier gouvernement du quinquennat de François Hollande. Didier Guillaume, comment imaginez-vous, dans l'idéal, ce premier gouvernement de l'ère Hollande? Dans l'idéal, c'est forcément celui qui sera annoncé tout à l'heure par le secrétaire général de l'Élysée. Oui. Plaisanterie mise à part, je l'ai dit tout à l'heure, un gouvernement paritaire. Il le sera, vous l'avez confirmé. Il le sera. Un gouvernement qui sera composé de personnalités qui connaissent bien leur dossier. Tout à l'heure, votre collègue a annoncé des noms, on verra si ce sont ceux-ci. Et un gouvernement surtout qui va démarrer dès demain pour la mise en application du programme de François Hollande pour lesquels les Français l'ont élu. Un gouvernement qui est là pour travailler, et vite. En règle générale, un gouvernement, ça sert plutôt à ça, quel qu'il soit, de droite comme de gauche. Ouais. Mais si vous le permettez un mot tout à l'heure sur ce qui a été dit sur Martine Aubry, deux choses erronées, vous parlez d'un clash et vous parlez de la parité mise à mal. Non, la parité n'est pas mise à mal. Je dis simplement qu'il y a eu la volonté de Martine Aubry de ne pas être dans ce gouvernement. J'ai entendu tout à l'heure Xavier Bertrand et d'autres, mais je rappelle quand même que ces 5 dernières années, M. Copé, secrétaire général de l'UMP, n'était pas au gouvernement. Et on n'a pas parlé de vice-premier ministre, de cohabitation, encore que c'en était peut-être une, de choses ou d'autres, ou de choses trappes. C'est un choix qui a été fait par Martine Aubry. Ce choix, il faut le respecter. Il y a un Premier ministre et un gouvernement, et nous verrons bien comment les choses fonctionnent. Vous savez, on peut avoir une vie en dehors du gouvernement. En tout cas, Martine Aubry continuera sa vie politique au sein du Parti socialiste. Évidemment, elle est première secrétaire. Gérard Larcher, peut-être une réaction sur ce choix de la première secrétaire du Parti socialiste. D'abord, c'est son choix. Je crois qu'elle espérait être le Premier ministre de François Hollande. Elle ne l'est pas. Moi, je n'ai pas d'idéal puisque je ne partage pas le projet que porte François Hollande. Mais naturellement, c'est un gouvernement transitoire qui va d'abord préparer les élections législatives. Et donc, pour nous, dans l'opposition, nous préparons aussi les élections législatives. Et nous les préparons avec le bilan du gouvernement de François Fillon. Et je voudrais dire que François Fillon a été un Premier ministre qui a dit la vérité, qui a été courageux, qui a été, pour reprendre une formule de Jean-Claude Gaudin, inoxydable, mais qui a été aussi quelqu'un de rassembleur, comme chef de la majorité parlementaire. Et puisque c'est ce matin qu'il a transmis en quelque sorte la fonction, je voulais lui rendre un hommage particulier. Chacun sait la proximité que j'ai avec François Fillon, proximité qui date de l'époque de Philippe Séguin, mais je voulais lui rendre cet hommage. 5 ans, des réformes, la traversée de la crise, aux côtés du président Sarkozy, souvenons-nous de l'automne 2008. C'est lui qui doit conduire pour la droite, pour l'UMP, la campagne législative? Non, nous la conduisons ensemble. J'appartiens d'ailleurs au comité stratégique pour préparer les élections législatives. On est déterminés à gagner. Et je crois que c'est l'intérêt du pays. Et elles sont gagnables pour vous, ces élections législatives, pour la droite, bien sûr, pour l'UMP? Naturellement, c'est les Français qui décideront, mais nous sommes bien dans cet état d'esprit. Et personnellement, j'y suis particulièrement engagé, avec la sensibilité qui est la mienne. Didier Guillaume, chez les socialistes, à gauche, évidemment, on les prépare également, ces élections législatives, avec, comme Gérard Larcher, la même volonté de les gagner, bien entendu. Oui, peut-être pas la même foi du charbonnier, comme on dit chez nous, dans le langage familier. Non, je pense que ces élections législatives devront donner une majorité à François Hollande et une majorité pour le changement. Imaginons-nous un quinquennat qui démarrerait, ça ne s'est jamais produit dans la République, qui démarrait sur une cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal que la droite, que l'UMP veuille attaquer. La Constitution le permet parfaitement. Absolument, mais j'ai entendu M. Guéant, quelqu'un qui est compté dans le précédent quinquennat, qui a dit que ce ne serait pas bien pour la France. Mais peu importe. C'est normal que l'UMP veuille gagner les élections, c'est une élection, et c'est normal que les socialistes et la gauche veuillent les gagner. Et pour ce faire, ce gouvernement, le Parti socialiste, l'ensemble des formations de gauche ont démarré la campagne, et nous espérons bien qu'il y ait une majorité pour accompagner le changement voulu par les Français, parce que le 6 mai, les Français ont choisi une autre politique, à 51,7%, mais ont choisi une autre politique. Et cette politique, il faut qu'elle s'applique pour redresser la France,
pour plus de justice. Il y a peut-être le président Larcher évoquait des choses qui ont été bien faites par le gouvernement précédent. Nous pensons qu'il peut y avoir une autre voie, notamment en matière européenne. Hier, le président de la République l'a évoqué avec la chancelière. Nous pensons que le traité tel qu'il a été décidé à Paris ne peut pas fonctionner. Il faut tenir compte de plusieurs choses. D'abord, rappelons-nous qu'il y a quelque temps, les Français, à 57%, ont rejeté le traité. J'ai voté oui à tous les traités. Donc je suis très à l'aise pour en parler. Il faut voir ce qui se passe dans les pays européens, notamment en Grèce. On ne peut pas rayer d'un trait comme cela la volonté des habitants de l'Europe d'avoir de la croissance, de mettre l'humain au cœur de notre projet. Ce sera aussi ça un des enjeux de la campagne électorale. Gérard Larcher, vous avez vu François Hollande aux côtés d'Angela Merkel hier soir. Comment vous avez senti cette première rencontre du nouveau président avec la chancelière? C'était une première rencontre puisque tous les sujets sont remis à une prochaine rencontre. En tout cas, ils sont sur la table. Et je dois dire que, naturellement, le mot croissance, mais je veux dire, tout le monde désire la croissance. Ce que nous souhaitons, c'est une croissance qui ne soit pas basée sur l'augmentation des déficits. Et j'allais dire, il va falloir savoir si on regarde plutôt vers Berlin ou vers Athènes. Et à Athènes, beaucoup d'inquiétudes pour la Grèce. Nous voyons bien que la question qui est posée sur la monnaie est une question majeure. Et on ne va pas pouvoir se raconter des histoires éternellement sur la Grèce. Et le président grec, Papoulias, disait en réunissant l'ensemble des partis politiques, vos divergences sont négligeables, attelez-vous à ce que vous devez au pays. J'allais dire, c'est ma vision aussi de l'opposition, qui doit être une opposition constructive. Est-ce que vous pensez néanmoins que François Hollande fait bouger les lignes d'une certaine manière en Europe? On verra dans quelques temps. Je n'ai pas vu encore les lignes bouger, j'ai vu une rencontre. Et ça me semble naturel que cette rencontre ait eu lieu parce que je crois que l'axe franco-allemand est un axe fondamental. J'ai toujours dit que ça ne devait pas être le seul axe parce qu'il y a d'autres partenaires en Europe. Mais sans l'axe franco-allemand, il n'y a pas, me semble-t-il, de capacité dans les périodes difficiles à résoudre les crises qui sont devant nous. Car malheureusement, la crise est encore devant nous. L'affaire grecque, mais derrière les inquiétudes pour l'Espagne, le Portugal, l'Irlande. Et je dois dire que nous avons besoin d'être ensemble. Didier Guillaume, est-ce qu'on peut faire de la croissance sans creuser la dette une fois de plus? Bien sûr. Je constate quand même que dans le quinquennat précédent, il y a eu une croissance et la dette a été creusée de 600 milliards d'euros. Bon. Moi, je réfute le fait de dire il vaut mieux regarder vers Berlin que vers Athènes. Mais nous voulons regarder vers Paris et vers les citoyens européens. Berlin comme Athènes ne sont pas nos exemples. Notre exemple, c'est la politique que nous voulons mener en France. Et notre objectif, ce sont les citoyens européens, quels qu'ils soient. Et tous les citoyens européens doivent pouvoir, dans cette crise dramatique, doivent pouvoir s'en sortir le mieux possible. Et faire montrer du doigt de dire, avec les socialistes, demain ce sera la Grèce, c'est pas ce que vous avez dit, mais demain ça sera la Grèce, on l'a entendu dans la campagne précédente, je pense que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que le gouvernement précédent n'a pas de leçon à donner sur la dette. Alors après, qu'il y ait des choix politiques différents, mais c'est bien normal, c'est la démocratie. Mais nous voulons que le traité de Paris, tel qu'il a été négocié mais pas encore ratifié, ait en son sein un volet croissance, non pas pour creuser les déficits. François Hollande s'est engagé pour 2017, comme d'ailleurs l'avait fait Nicolas Sarkozy, à ce que les déficits soient résorbés. Mais que ce ne se fasse pas au détriment des Européens et notamment au détriment des Français. Les Français comme les Européens souffrent beaucoup. Il faut qu'ils aient l'impression que leurs gouvernants travaillent pour eux. Et en plus, au niveau européen, bien souvent, cette Europe, c'est plus l'Europe des contraintes que l'Europe positive. Nous voulons une Europe positive. Et le président Larcher a raison de dire le contact de hier entre Mme Merkel et M. Hollande, ce n'était pas le début des négociations, c'est le début de quelque chose. C'est le 23 mai que nous allons entrer dans le dur. Gérard Larcher. Vous savez, moi j'ai été de ceux, avec Philippe Seguin, qui a voté contre le traité de Maastricht. Et nous avons voté contre le traité, souvenez-vous du discours de Philippe Seguin, non pas contre l'Europe, mais parce que nous pensions qu'il fallait passer, si on voulait une monnaie unique, une gouvernance partagée, au plan économique, mais aussi avec une dimension sociale. C'est-à-dire qu'on a fait la monnaie avant la gouvernance. Bien sûr. Et je veux dire, le récent rapport de Jean Arthuis, d'ailleurs, le démontre ô combien. Et voilà pourquoi ceux du non et ceux du oui, par rapport au traité de Maastricht, peuvent se retrouver. Voilà pourquoi je pense qu'il ne suffit pas de regarder vers Paris. Il faut que nous regardions ensemble en se fixant des objectifs, qui est le retour à l'équilibre, en même temps une politique d'investissement pour la croissance,
Et cette politique d'investissement pour la croissance, elle doit nous conduire vers la compétitivité. Car j'étais ministre du Travail, vous savez, l'emploi, ça ne se décrète pas. On crée des richesses qui créent l'emploi. Et tout ça nous permet de préserver notre modèle social. Regardez, aujourd'hui, le choix qui est face à la Grèce. Si demain la Grèce devait sortir de l'euro, la perte de pouvoir d'achat est de 50% pour les Grecs. Personne ne le veut. Personne ne le veut, mais il y a un moment, il va falloir qu'on se dise aussi la vérité. Parce qu'on ne pourra pas continuer. On a déjà mis 300 milliards sur la table. Il y a un moment, nos concitoyens nous diront, mais allez, c'est aussi votre responsabilité politique de trouver une solution. Bien sûr que personne ne le veut. Mais je crois qu'il faut regarder tous ensemble pour partager un projet en Europe. C'est un ancien, j'allais dire du nom à Maastricht qui vous le dit. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'apporter des réponses, pas simplement à Paris, mais dans l'ensemble de l'Union européenne, parce qu'au fond, nous avons défini, pour les bons comme pour les mauvais jours, une forme de solidarité entre les pays de la zone euro et de l'Union européenne. L'ensemble des citoyens européens, bien sûr. Didier Guillaume, il faut soutenir Athènes, il faut soutenir la Grèce dans l'euro à tout prix. Mais évidemment, la sortie de la Grèce de l'euro serait une catastrophe pour les équilibres européens. Alors après, il va falloir regarder les choses, évidemment, mais on sait très bien que tout l'argent qui a déjà été mis, il ne peut pas avoir été mis par pertes et profits. Donc, messieurs, je vous arrête. Pierre-René Lemade vient d'arriver sur le perron de l'Elysée pour annoncer le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. On l'écoute, bien sûr. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, M. Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale, Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, Madame Nicole Bricq, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, Monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, Madame Geneviève Fioraso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement, Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, Monsieur Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, Madame Valérie Fournéron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, Monsieur Jérôme Cahuzac, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé du budget, Madame Georges Paul-Langevin, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, chargé de la réussite éducative, Monsieur Alain Vidalis, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, Madame Delphine Batteau, ministre délégué auprès de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur François Lamy, ministre délégué auprès de la ministre de l'Égalité des territoires et du Logement, chargé de la ville,
Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes. Madame Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes âgées et de la dépendance. Madame Sylvia Pinel, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée de l'artisanat, du commerce et du tourisme. Monsieur Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Commerce extérieur, chargé de l'économie sociale et solidaire. Madame Dominique Bertinotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée de la famille. Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées. Monsieur Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement. Madame Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger et de la francophonie. Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre délégué auprès de la ministre de l'Écologie et du Développement durable, chargé des transports et de l'économie maritime. Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Monsieur Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants. Le Conseil des ministres se tiendra demain à 15 h. Je vous remercie beaucoup. Voilà, eh bien on connaît la composition du premier gouvernement que dirigera Jean-Marc Ayrault. Beaucoup de monde. On a tous noté autour de cette table la composition de ce gouvernement. J'accueille Gilles Leclerc, le président de Public Sénat. Gérard Leclerc nous a également rejoint, président de LCP à l'Assemblée nationale. Didier Guillaume, vous avez peu de temps. Un mot de commentaire sur ce gouvernement maintenant annoncé. C'est un gouvernement paritaire, vous l'avez vu. Oui. Avec la parité dans les postes régaliens, dans les grands postes, la diversité, beaucoup d'élus, de ministres issus de la diversité. C'est un gouvernement complet, une trentaine de membres. Voilà, 34 très exactement. Oui, beaucoup moins que précédemment, mais enfin 34 membres, c'est un gouvernement pour travailler. Je pense qu'il est équilibré. Dès demain matin, le Conseil des ministres aura beaucoup de choses à lancer, avec des points forts. Hein. Vous avez pu noter que l'éducation, c'est le deuxième poste ministériel, que l'économie sociale et solidaire, que le redressement productif sont les thèmes que François Hollande avait évoqués. Et puis à partir de là, vous allez voir que ce gouvernement qui représente toutes les sensibilités, qui représente la diversité de la France, qui représente la diversité des origines et la diversité de la qualité de ses membres. Pour vous, il n'y a pas de surprise dans cette liste de noms ? Il n'y a pas de surprise parce que... En tout cas, il y a des nouveaux noms, des nouvelles têtes qui vont faire leur apparition. La surprise, c'est ce qui avait été annoncé dans la campagne électorale. Ce ne sont pas toujours les mêmes têtes qui sont au gouvernement. Et c'est une nouvelle génération qui va prendre la suite et qui va se mettre à la tâche pour une nouvelle politique. Gérard Larcher, votre premier regard sur cette liste gouvernementale. Portion congrue pour le Sénat, un 34e. Je dois dire que pour une assemblée qui représente les collectivités territoriales, j'allais dire singulièrement absent de ce gouvernement. Et c'est pour moi, j'allais dire, quand même un signal de défiance vis-à-vis de cette assemblée. Je ne le comprends pas bien. Alors que la majorité... Attendez, laissez-moi terminer, si vous voulez bien. Et ça, c'est ma